Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Quelles mesures barrières contre les grossesses des filles au primaire et au collège dans nos écoles togolaises? Le sujet est d'actualité puisque on vient d'apprendre récemment qu'un directeur dans la préfecture de Hao a enceinté son élève à l'âge de 12 ans et cette dernière a accouché d'un garçon. Quels sont les facteurs explicatifs? Quelles sont les responsabilités et quelles propositions de mesures barrières pour qu'on en finisse avec ce problème récurrent dans nos écoles togolaises, au primaire et au collège? Eh bien, c'est le sujet que nous allons explorer cet après-midi avec des invités. Débat thématique, c'est dans un instant. Alors, je le disais tantôt, vous l'avez probablement appris, après le problème des images sexy que certains élèves ont envoyées sur les réseaux sociaux et qui ont défrayé la chronique, eh bien, aujourd'hui, c'est un autre problème qui est sur la sellette, la grossesse d'une élève dans la préfecture de Hao. Et l'auteur, c'est bien son directeur d'établissement. J'ai pour en parler deux invités à mes côtés, de ma gauche vers ma droite. Nous avons Madame Dioré Aoussi. Elle est déjà une habituée de ce plateau puisqu'elle était déjà passée dans une des émissions en tant qu'enseignante engagée pour la réussite des filles. Madame, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Marcel. À ma droite, j'ai également une habituée également de ce plateau débat éducation, Madame Kouvahe. Madame, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Marcel. Alors, avec vous, nous allons explorer trois axes dans ce problème qui est sur la sellette et qui défraie la chronique. Quand vous envoyez vos enfants à l'école, surtout les filles, qu'est-ce que vous attendez d'elles en réalité? Madame? Merci beaucoup, Monsieur Marcel. Et quand nous envoyons nos filles à l'école, nous attendons d'elles d'abord une bonne réussite et qu'elles deviennent de bonnes femmes, de futures bonnes épouses au foyer, soucieuses du développement de leur famille, de leur communauté et de notre société en général. Merci. Alors, ça doivent être de bonnes épouses, donc des épouses modèles qui vont bien s'occuper de leurs enfants. Et quelle est la place que vous voulez qu'elles occupent dans la société en termes de responsabilité, d'égalité, de droit de travail, etc. Et dans la société, nous aimerons que nos sœurs, nos filles occupent aussi de bonnes places, telles que les hommes. Et qu'elles fassent aussi le même travail que les hommes, qu'elles se valorisent dans la société. Elles peuvent être ingénieurs, médecins, docteurs, tous les services en tout cas, possibles, tous les postes qui existent dans la vie socio-économique. Oui. Alors, Madame, la même question vous est retournée. Ok, merci. Merci beaucoup, Monsieur Marcel. Une fille à l'école, c'est pour elle qu'elle ait une tête pleine, une tête bien faite et qu'elle soit une citoyenne respectable dans sa communauté et qui mette en valeur les notions d'égalité, d'équité et de responsabilité partout où elle est appelée à démontrer qu'elle a reçu une bonne éducation. Alors, fidèles téléspectateurs, je crois, en tant que parent, vous aussi, vous avez la même ambition quand vous envoyez vos enfants, particulièrement les filles, à l'école. Mais il se trouve que des harceleurs sont sur leur chemin et qui les dévient de leur voie. Et c'est le cas donc, de ce directeur qui a osé brader ou braver la loi, défier la loi jusqu'à aller enceinter son élève. Et celle-ci, selon les dernières informations que nous avons reçues, vient d'accoucher. Alors, je me tourne d'abord vers Mme Kouvahe. Cet acte, comment on le qualifie? Quel est le nom qu'on donne? Est-ce que c'est du viol? Est-ce que c'est de la pédophilie? Ok, quand on parle de pédophilie, on parle de l'attirance sexuelle d'une personne adulte vers un enfant mineur. Quand on parle d'abus sexuel,
c'est de poser un acte sexuel sans le consentement de la personne. Donc cet acte, on peut le classer dans pédophilie, comme on peut le classer dans abus sexuel. Parce que quand on prend les deux, l'auteur est adulte. La survivante, elle est mineure. Donc l'adulte qui est attiré par un mineur ou bien une fille mineure a commis de la pédophilie et a commis en même temps de l'abus sexuel, puisque un enfant n'a jamais de consentement. Un enfant ne peut pas donner de consentement. Et quand on parle de relation entre deux personnes, cette relation doit se baser sur la notion de consentement. Donc cet acte, c'est à la fois de la pédophilie et à la fois un abus sexuel, un viol sexuel. Eh bien, nous allons maintenant aborder le premier axe de cette émission qui porte sur les facteurs explicatifs. Comment, en tant qu'enseignante, Madame Dioré, vous êtes enseignante, quels sont les facteurs qui peuvent expliquer pour nous permettre de comprendre, hein, pas pour justifier, parce qu'on ne peut pas justifier l'acte posé par ce directeur, mais pour comprendre comment ça peut arriver, puisque ce n'est pas la première fois que cela arrive dans l'environnement scolaire. Selon vous, voilà. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ces actes posés. D'abord, moi, je vais parler du manque d'information. Nombreux sont les enseignants qui ne sont pas informés sur les lois qui existent, sur les lois qui interdisent ces actes. Ça fait que des gens agissent sans le savoir. Des gens agissent sans le savoir parce qu'ils méconnaissent les informations, ils méconnaissent les lois qui régissent la vie éducative. Après, nous pouvons parler aussi du manque de dénonciation. Dans des établissements scolaires, nous avons des enseignants qui reconnaissent bien et belle que mon collègue couche avec tel élève. Tel élève couche avec tel enseignant. Mais ils ont peur. Ils ont peur de dénoncer parce que personne ne voudra qu'on dise que c'est moi qui ai fait ceci et c'est par rapport à ma dénonciation qu'on a sanctionné mon collègue. Donc il y a le manque de dénonciation. Après cela, nous pouvons parler de l'impunité. Parfois on dénonce. Et lorsque l'affaire prend le cours, arrivé à un niveau de la hiérarchie, on telle affaire parce que peut-être l'auteur a un parent, un protecteur, un frère, un protecteur quelque part. Et c'est des coups de fil qui tombent à tout moment, soi-disant de taire l'affaire, de croire qu'on va essayer d'arranger l'affaire en famille, dans la communauté, et finalement, ça se tait et c'est fini. Alors, n'étant pas sanctionnés, n'étant pas punis, vous allez constater que les autres aussi vont aborder, ils vont prendre aussi le même chemin. Et au fur et à mesure que les années passent, les mêmes phénomènes, les mêmes actes se posent, se répètent. Nous avons aussi la pauvreté des parents. Beaucoup de parents, surtout dans les zones reculées, n'ont pas les moyens de s'occuper de leurs enfants. Ça fait qu'on laisse l'enfant à elle-même, on laisse la fille, la jeune fille à elle-même. C'est elle qui se débrouille pour son petit déjeuner, c'est elle qui se débrouille pour ses tapettes, pour ses petits besoins. Et lorsque elle a la malchance de tomber sur un enseignant qui essaie de lui faire peut-être de petits yeux, c'est fini, elle se laisse. Ou qui essaie de satisfaire un peu à ses besoins. Ou qui essaie un peu de satisfaire à ses besoins avec un 500, un 1000 francs. Surtout que dans les zones reculées, les enseignants sont les hauts cadres du milieu. Donc, la fille se voit à l'aise en étant avec l'enseignant. Et ce qui va arriver, arrive. Et voilà les conséquences. Nous avons aussi la non-résistance de nos enfants. Elles n'arrivent pas à résister. Face au harceleur. Face au harceleur. Puisque n'étant pas aussi informés de la gravité de l'acte ou bien des conséquences qui peuvent se poser après cela, elles se laissent. Elles ne résistent pas. Elles se laissent. Et finalement, voilà les inconvénients qui nous parviennent. Nous avons aussi, au niveau de l'éducation, tel que nous avons dit l'impunité, il n'y a pas de bilan de fin d'année au niveau des autorités. Par exemple, quand nous prenons une inspection,
le chef d'inspection, à la fin de l'année, doit rassembler ses directeurs pour faire le bilan. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le taux de réussite. Quels ont été les actes qui sont posés dans les écoles, les actes répréhensibles? Les directeurs doivent énumérer ces actes. Et par rapport à son calendrier, il doit mettre cela dans son plan d'action de l'année suivante. Organiser des séances de sensibilisation au niveau des enseignants. Les directeurs seront alors les porte-paroles des autorités, des responsables dans les écoles. Cela aussi manque. Et ça fait que des gens arrivent dans l'enseignement, ils sont là, je suis enseignante, je suis enseignant, et je ne connais pas les lois qui régissent le bon fonctionnement de l'institution. De l'institution, surtout du côté comportemental. Merci madame. Fidèle téléspectateur, elle a planté un peu le décor de ce qui se passe dans l'environnement scolaire par rapport aux acteurs qui animent la vie éducative dans l'environnement scolaire en termes de relations interpersonnelles entre l'administration et les enseignants, entre les enseignants et les élèves, et entre les enseignants entre eux-mêmes également. Alors, madame, nous parlons, on veut comprendre comment cela a pu se produire. C'est vrai, nous l'avons dit, ces genres d'actes, eh bien, on en a entendu parler depuis chaque fois, que ce soit au Togo, dans d'autres pays, on en a entendu parler. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer un tel acte? Ok, merci, monsieur Marcel. Moi, je dis, un enseignant, c'est d'abord une personne qui a fait le serment de transmettre des connaissances à une autre personne. Et en tant que tel, il est éducateur. Et comme éducateur, il a pour but d'amener la personne qu'il éduque à réaliser ou bien à atteindre ses objectifs en vue de réaliser un projet d'avenir. En tant que tel, même si ces actes-là se posent, il m'est difficile en tant que parent, en tant qu'éducatrice que je suis, de trouver des justificatifs à un tel acte. Un éducateur à qui on confie un enfant ne peut, quelle que soit la pauvreté de cet enfant, ne doit jamais faire un pas vers cet enfant en matière de sexualité. Quelle que soit l'ignorance de cet enfant, un éducateur ne doit jamais aborder un sujet de rapport sexuel pour satisfaire ses pulsions élémentaires avec un enfant qu'on lui confie. Donc, il m'est difficile de trouver des causes que c'est parce que la personne ne connaît pas la loi, c'est parce que la personne a l'audace de poser de tels actes. Ça me révolte. Un éducateur, s'il est vraiment éducateur et il a l'ambition ou bien le sacerdoce d'éduquer un enfant devant n'importe quel enfant, qu'il soit scolaire, mineur, ne doit même pas penser à l'acte sexuel avec cet enfant. Donc pour moi, c'est l'adulte qu'il faut revoir. Ce n'est pas l'enfant pauvre qui va vers l'adulte, mais c'est l'adulte nanti qui va vers cet enfant et que parce qu'il a des moyens de contraindre cet enfant, amène cet enfant-là à poser un acte. C'est l'adulte-là qu'il faut voir. Pourquoi il a posé cet acte-là? Est-il pédophile? Qu'il faut sortir du milieu de l'éducation nationale? Cela a été spontanément des pulsions qu'il n'a pas pu maîtriser à un temps T. Il faut aller chercher et voir ce qui se passe et prendre cet enfant et ce monsieur-là. La loi, elle est là. On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Tout à fait. L'éducation nationale ne peut pas avoir une loi parallèle à la loi qui régit le Togo. Au Togo, nous avons le code pénal qui dit qu'un violeur doit être sanctionné. Un pédophile
doit être sanctionné. Le détournement de mineurs doit être sanctionné. Le viol doit être sanctionné. La loi est là, il suffit de l'appliquer. On ne peut pas dire que parce qu'on est de l'enseignement, on vous fait une loi à part, parce qu'on est du corps médical. Non, la loi, elle est universelle pour tout le monde, quelle que soit sa profession. Donc ce monsieur, il est à prendre et on lui applique la loi. Il n'y a même pas de circonstances. Là-bas, je parlerai même des circonstances aggravantes parce qu'il est l'éducateur, il est l'aîné et par son influence, il a amené cette fille à coucher avec cette fille jusqu'à faire l'enfant. Il est à sanctionner un point, un trait. Pour moi, c'est clair. C'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs, vous êtes en train de comprendre l'enjeu, la gravité de l'acte posé par ce directeur d'école, et comme aussi d'autres enseignants dans un coin X ou Y dont on n'a pas encore l'information, parce que nous savons que ce n'est pas là-bas seul que cela se pose. Voilà. Vous êtes en train de comprendre que c'est des situations aggravantes, comme vient de le dire madame, et la loi doit faire son effet. Alors, avant que nous rentrions dans ce studio, nous avons consulté un peu nos mails par rapport à ceux qui ont reçu également cette information. Je vous rapporte simplement ce que les uns et les autres ont dit avant que nous n'évoluions avec mes deux invités sur le plateau. Alors, je vous lis. Quelqu'un nous dit, tant que la loi ne sera pas appliquée, vous voyez, il est parfaitement en accord avec mes deux invités. Voilà. Tant que la loi ne sera pas appliquée dans toute sa rigueur et qu'on n'en parlera pas, le phénomène continuera avec la complicité passive, voire active, d'innocents parents de nos villages et campagnes. Un autre qui dit, le fait qu'une télévision ou une chaîne de radio s'y intéresse est un début qui doit être amplifié. Ah oui, le problème est tellement grave que, eh bien, il faut que nous, qui sommes acteurs de médias, nous puissions relayer. Et la télévision togolaise, à travers l'émission Débat Éducation, est en train de jouer sa partition pour amplifier, pour que les gens sachent que plus jamais ça dans nos écoles, plus jamais ça sur nos élèves filles. Et de surcroît primaire, vous vous imaginez. On va parler tout à l'heure d'ailleurs des conséquences avec Madame Kouvahe, qui est du corps médical, qui va nous dire un peu les conséquences très graves de ces actes-là sur des filles. Une autre personne dit, oh mon Dieu, pourquoi vous les hommes, vous êtes comme ça? C'est triste. Il y a des femmes qui cherchent mari et ne trouvent pas. Non, ils ne trouvent pas. Il y a d'autres femmes majeures. Oui, quand si vous ne trouvez pas, il faut chercher parmi le lot des femmes majeures. Ce n'est pas parmi les mineurs qu'il faut aller trouver femme. Parce que cette petite, malheureusement, elle a accouché. Ah oui. Le directeur doit être marié. Il est marié, non, le directeur est marié. On a eu les informations de Faudette, de la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, qui ont fait une démarche dans le milieu et on leur a dit bien que le directeur est marié. Il a même des enfants déjà. Alors, une autre personne dit, toutes ces thématiques, tous ces sujets, toutes ces problématiques, d'aucuns pensent que les gens connaissent. Mais finalement, même si c'est connu, ce n'est pas pratiqué. C'est-à-dire la loi, comme avait dit en temps Madame Dioré, et quelque part aussi, si c'est connu, ce n'est pas bien pratiqué. Voilà. Est-ce que les chefs d'établissement, les inspecteurs relaient ces messages-là aux réunions de rentrée, aux réunions de fin d'année? Pour ça, je ne suis pas si sûr. Voilà. Et l'avant-dernière personne qui nous dit, en notre temps, nos enseignants, là c'est une femme, c'est une femme qui nous a envoyé ce message, cette réaction, quand elle a eu écho de cet acte posé par le directeur, elle dit, en notre temps, nos enseignants se comportaient envers nous filles à l'époque, donc comme nos propres parents. Donc, et voilà, chaque homme enseignant perçoit de toute façon la fille comme sa fille, donc un parent. Et donc, maintenant, moi, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des hommes face aux petites? Eh bien, c'est la loi qui va les sanctionner, ils vont comprendre. Alors, et la dernière personne dit, mais dis-moi, s'il te plaît, la loi du 10 mars, elle est oubliée? Non, la loi du 10 mars, en fait, elle n'est pas oubliée, mais
elle n'est plus appliquée parce qu'il y a ce qu'on appelle les tolérances sociales. Quand un problème se pose, eh bien, on va régler le problème à l'amiable. Quand on règle le problème à l'amiable, eh bien, la loi n'a plus ses effets puisque les gens, même quand la plainte est portée, il y a des parents qui vont retirer la plainte. Et donc, la loi n'a plus ses effets. Et donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire. Alors, ça nous amène très rapidement aux conséquences de cet acte posé par ce directeur. Pour les conséquences, alors, on va aborder d'abord les conséquences scolaires. Les conséquences scolaires, vous les connaissez déjà. Si cette fille est accouchée, ça veut dire qu'elle ne va plus reprendre l'école. Ce n'est pas évident de toute façon. C'est pas évident. Alors, donc, madame, comme vous êtes en contact permanent avec les filles, les élèves, en tant qu'enseignante, vous êtes mieux placée pour nous dire les conséquences scolaires. Et madame Koubahe va aborder tout ce qui est lié à la physiologie et autres conséquences que une fille qui tombe dans une telle situation, eh bien, les risques d'ailleurs qu'elle court. Merci beaucoup, M. Marcel. Au niveau des conséquences scolaires, nous avons d'abord les railleries de la part de ses camarades. Voilà, ça c'est les conséquences psychologiques déjà. Oui, nous avons les railleries, nous avons le rejet. La fille, elle est rejetée par ses camarades, elle est rejetée par ses parents, elle est rejetée peut-être aussi par la société. Tout à fait. Par rapport à l'acte posé. Et par rapport à ce rejet, il y a le traumatisme. La fille, elle est traumatisée. Elle ne peut plus suivre les cours à l'école. Elle s'enferme, elle peut s'enfuir. Certaines même tentent d'avorter et cela conduit au suicide. Et nous voyons que l'avenir de la fille est bafoué parce que ne pouvons plus aller à l'école, elle reste à la maison et après l'accouchement, c'est fini avec l'école. Donc elle redevient comme quelqu'un qui n'a pas été à l'école, elle devient une ménagère. Voilà, elle peut tomber dans l'analphabétisme. Elle tombe dans l'analphabétisme. Tout à fait. Certainement. Merci beaucoup. Merci madame, merci madame. Alors, madame Koubahe, vous qui êtes du corps médical, vous êtes vraiment mieux placé pour nous dire les conséquences physiologiques et autres. Ok, merci monsieur Marcel. Physiologiquement, nous disons que pour qu'une femme ait une grossesse et porte cette grossesse jusqu'à terme avec des moindres risques, parce qu'il n'y a pas de risque zéro, avec de moindres risques, il faut que cette femme-là ait au moins 18 ans. Pourquoi 18 ans? C'est pour que l'organisme de la femme atteigne une certaine maturité, que son utérus, ses ovaires, ses trompes, tout ce qui rentre dans la conception atteint une certaine maturité avant que cette personne ne puisse porter une grossesse. Donc, l'âge minimal pour qu'on ait une grossesse est de 18 ans. Maintenant, nous nous retrouvons avec une fille qui a 12 ans. Vous voyez déjà, il y a 6 ans d'écart. 6 ans qui manquent à l'organisme pour atteindre sa maturité. Et cette fille se retrouve avec une grossesse dans un utérus immature qu'on oblige à prendre du volume pour contenir le fœtus qui se développe. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, le développement de ce fœtus même pose problème. Parce que pour que le fœtus se développe, il faut que la maman même ait les éléments nutritifs qu'il faut pour elle-même, son organisme, avant d'en donner au fœtus qui est en train de se développer. Non, il y a un problème. Le développement personnel de la maman même s'arrête en même temps, puisque ce qu'elle a seule, elle est obligée de le partager à deux. Donc, on assiste à quoi? Le plus souvent, on assiste à un accouchement prématuré au niveau de ces jeunes filles-là. Qu'est-ce qui peut se passer aussi? Cette jeune fille de 12 ans, qui, si elle a la chance d'amener cette grossesse jusqu'à terme, est-ce qu'elle aura assez de force pour pouvoir expulser cet enfant-là d'elle-même? Ce n'est pas évident. Et on va assister à quoi? On va assister à une césarienne. Si on l'amène vite à l'hôpital pour que le corps médical puisse prendre en charge cette femme, au cas où on ne l'amène pas vite à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe? Elle reste à la maison, le travail commence, elle n'arrive pas, on dit pousse, 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 et on assiste à quoi? On assiste à des déchirures,
on assiste à des fistules, c'est la vessie, puisque la vessie est en bas de l'utérus va compresser la vessie, on va assister à une nécrose, on va assister à une fistule, et cette femme-là va commencer par perdre ses urines. Et on constate aussi que dans ces cas, ces jeunes dames, quand nous voulons voir le taux de mortalité dans la tranche d'âge, c'est la première cause de décès dans cette tranche d'âge des adolescents, ce sont ces grossesses précoces. Et la littérature va jusqu'à dire que nous perdons à peu près 194 jeunes filles tous les jours pour ces causes de grossesse. La première cause de mortalité aussi chez les nouveau-nés, ce sont ces mères qui sont tombées enceintes précocement. Et ces enfants n'ont pas pu se développer comme il faut, et on constate les premières causes. On constate aussi dans cette tranche d'âge, chez les avortements. La fille, compte tenu des pesanteurs socio-culturelles, économiques, ira faire quoi? Ira avorter. Et ira avorter dans des conditions qui ne sont pas acceptables, qui va exposer sa vie et qui va perdre sa vie. Même qui peut ne pas perdre sa vie, mais va garder des séquelles de ces avortements à risque qui plus tard feront qu'elle ne pourra plus être mère au moment où elle aura tous les moyens pour devenir mère. Elle ne pourra plus parce qu'elle traîne déjà des séquelles. Alors, fidèles téléspectateurs, en suivant les éléments de réponse à ma question sur les conséquences, les éléments de réponse donnés par mes deux invités, vous comprenez la gravité de l'acte posé par ce directeur. Ah oui, gravité dans la mesure où, eh bien, si la fille se retrouve dans un environnement où elle n'est pas acceptée, l'environnement scolaire, bien entendu, avec cette grossesse, elle l'a dit, c'est les conséquences psychologiques. Les insultes, les railleries, etc., etc. Et cela peut conduire au suicide. Autre conséquence physiologique, la fille n'ayant pas développé tous ses organes pour pouvoir contenir ou faire évoluer une grossesse, eh bien, ça peut amener à d'autres conséquences plus dramatiques. Et la conséquence dramatique, c'est la mort. Donc, la perte de vie de deux personnes, et la maman et l'enfant. Ah, voilà. Donc, la précision que je viens de donner, c'est ça, la perte de vie et de la maman, et donc de l'enfant, éventuellement. Heureusement que cette dernière, elle a eu la vie sauve. Elle a pu accoucher. On ne sait pas dans quelles conditions, parce qu'on doit mener encore l'enquête pour voir dans quelles conditions elle a accouché. Est-ce qu'elle-même se porte bien? Est-ce que le bébé n'est pas... le bébé aussi se porte très bien. Alors, les conséquences économiques aussi qu'il ne faut pas oublier. Oui, nous n'avons pas abordé même les conséquences économiques, parce que si elle a pu tomber si facilement, c'est parce que probablement elle vit dans un environnement de paupérisation relative. Et cela va impacter nécessairement sur l'évolution et tout ce dont elle aura besoin pour s'occuper de cet enfant jusqu'à sa scolarisation, sans oublier elle-même, puisqu'elle elle a probablement des besoins. Alors, chers invités, merci beaucoup pour toutes ces informations très, très, très importantes que vous êtes en train de nous donner pour que nous prenions conscience que cet acte, eh bien, plus jamais ça, c'est vers là nous voulons tendre. Il faut qu'on arrive un jour à une tolérance zéro de cet acte posé par ce n'est pas seulement les enseignants, non, quelle que soit la personne dans la société, même si la personne n'est pas enseignant, là, aucun homme n'a le droit de poser un tel acte parce que la loi doit sévir et la loi doit frapper quiconque le fait. Qui devait faire quoi pour qu'on n'en arrive pas là? C'est ça la question. Alors, on va commencer par Mme Koubaye. Ok, merci beaucoup. Qui doit faire quoi et quand? Voilà. C'est ça. Qui devait faire quoi pour qu'on n'en arrive pas là? Voilà, ok. La jeune fille sort d'une famille. Et prioritairement, ce sont les parents
qui sont les premiers responsables et les responsables dans l'éducation sexuelle de leur enfant. Éducation sexuelle complète, ça veut dire apporter l'information au moment opportun, que ça soit jeune fille ou jeune garçon, à la personne. Le message adapté à l'âge de la personne qui est en face de moi. À la puberté, faire comprendre à la jeune fille comme au jeune garçon qu'ils sont arrivés à un âge où le sexe doit être traité avec respect et qu'ils doivent savoir que eux-mêmes, ils constituent, j'ai l'habitude de dire qu'ils constituent le temple de l'Éternel, le temple du Seigneur, et de la même façon, nous ne rentrons pas dans nos églises pour aller faire du n'importe quoi. De la même façon, nos corps, on ne doit pas l'utiliser n'importe comment. Expliquer à la jeune fille que son saignement mensuel n'est pas un saignement gratuit, mais c'est ce saignement qui définit sa féminité et c'est ce saignement qui définit le fait qu'elle est prête à procréer ou bien à ne pas procréer. Lui montrer comment on calcule le cycle menstruel. Montrer à une fille comment on calcule le cycle menstruel ne veut pas dire que la fille ira forcément poser l'acte. On dit que quand tu as l'information, quand tu veux l'utiliser, on l'utilise correctement tout en étant capable d'assumer les conséquences. Faire comprendre aux jeunes garçons aussi que le jour où il fera sa pollution nocturne, ça veut dire qu'à partir de moment, il est prêt à être père s'il ne sait pas utiliser son sexe et s'il ne l'utilise pas comme il faut. Avec des mots très simples. Maintenant, au niveau de l'école, il faut que dans les curricula de formation, que l'État puisse développer des modules sur l'éducation sexuelle complète, qu'on apprenne aux jeunes filles ou aux jeunes garçons tout ce qui est notion de sexualité, tout ce qui est notion de grossesse, tout ce qui est notion de dignité humaine, tout ce qui est notion de respect mutuel, de communication et de citoyenneté qu'on puisse apprendre à nos jeunes filles. Maintenant, nos éducateurs qui ont pris la responsabilité de faire de nos enfants les hommes, les citoyens de demain, qu'ils soient conscients que l'enseignement ne soit pas un lieu où ils se cachent pour faire du n'importe quoi, pour poser des actes qu'il ne faut pas, mais que ce soit des gens qui ont cette vocation de transmettre et de forger l'être humain. Aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est parce que nous avons eu la chance de passer entre les mains des éducateurs, que cet éducateur soit femme ou homme. Nous avons eu la chance de passer entre leurs mains et ils nous ont accompagnés. Mais que nos frères, qui sont des éducateurs aujourd'hui, ne transforment pas leur classe ou bien l'établissement en un lieu de pêche où il faut dire que qui travaille à l'hôtel vit de l'hôtel. C'est une phrase que les gens ont tendance à dire qui ne doit pas s'appliquer au niveau de nos établissements scolaires, mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Que l'enseignant ait la volonté de faire de son enfant qui est en face de lui quelque chose pour la nation. Au niveau des groupes des parents d'élèves, c'est Union des associations des parents d'élèves, que ce groupe soit un groupe fort et très actif. Que ce groupe soit un groupe fort et très actif pour dénoncer ces choses-là, pour accompagner les enseignants. Ce sont des êtres humains. Il y aura des chutes, mais qu'on mette des garde-fous pour les accompagner. Qu'au niveau de nos communautés, qu'on puisse mettre en place des groupes de réflexion qui comprennent et les parents, et les élèves, et les enseignants, qui permettra de promouvoir la communication tripartite entre ces personnes pour le bien-être, surtout de la jeune fille. Le jeune garçon,
il subit, mais il subit moins Que la fille. que la fille. La fille, une fois que la grossesse apparaît, rares sont celles qui vont reprendre les écoles. Et c'est ça qui continue par creuser ou bien par montrer ce décalage entre l'homme et la femme et que nous faisons tout pour que ça soit comblé. Merci. Groupe, parents, élèves, enseignants dans nos établissements scolaires, c'est Ils très doivent travailler ensemble. Ensemble. Alors, Madame Koubaké a déjà amorcé les mesures barrières contre les grossesses précoces de nos filles au primaire et au collège dans nos établissements scolaires. Alors, Madame Dioré, à vous la parole. Oui, On est au niveau des mesures barrières. on est au niveau des mesures barrières. Effectivement, tel que Madame venait de le dire, moi, je vais demander à nos autorités éducatives de revoir les programmes d'enseignement, afin que dans nos emplois du temps, afin que dans nos programmes, qu'on insère l'éducation sexuelle, que ça se fasse voir et qu'à cette période, qu'on instruise les enfants sur d'abord leur physiologie, qu'on les instruise sur leur physiologie et que à partir de tel âge, vous allez constater ceci et qu'à partir de ce constat, voilà comment vous devez vivre, tel que Madame vient de le dire. Et si cela est fait, qu'on sensibilise nos collègues enseignants, puisque les actes qui sont posés, ceux dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, on parle des enseignants, c'est-à-dire les hommes. Qu'on les sensibilise. Que l'enseignant homme voit son élève fille comme sa propre fille, comme sa petite sœur, comme son enfant qu'il doit éduquer à la maison pour qu'elle puisse réussir. C'est vrai, dans sa classe, il a peut-être 60 élèves, dont peut-être 30 ou 35 filles. Qu'il voit ces 35 ou bien ce nombre de filles qui est dans sa classe, quelle que soit sa taille, quelle que soit la forme, qu'ils voient ces filles-là comme étant leurs propres enfants. Qu'il enlève dans sa tête, ça dit que dans son imagination, l'idée de voir celle-là avec lui dans un lieu isolé, tel qu'il ne peut pas le faire avec ses propres enfants à la maison, qu'il se dise que ces enfants-là sont les miens, ce sont mes propres enfants et que je dois les éduquer pour qu'elles puissent réussir. À l'endroit des chefs d'établissement, moi, je vais demander un bon comportement. Le chef d'établissement doit être l'exemple. Ouais, le modèle. Le modèle de ses adjoints. Voilà le directeur qui a posé l'acte dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Que feront ces adjoints enseignants, ces adjoints hommes? Alors, ça veut dire que le directeur n'a pas donné un bon modèle. Voilà. Donc, j'attire l'attention de nos collègues directeurs d'être de bons modèles dans les établissements. Étant bons modèles, les adjoints vont suivre ces pas. Et ça va les permettre d'éviter de ces dérapages. Au niveau de nos autorités éducatives, moi, je veux demander l'application pure et simple de la loi. La loi, elle existe. Et la loi n'a pas de couleur ou n'a pas de grandeur. Que tu sois riche ou pauvre, nous tous, nous devons être sous la loi. Et quand quelqu'un est en dérapage, qu'on le sanctionne sévèrement. Quand les sanctions n'existent pas, les gens continuent toujours par vivre comme ce que nous sommes en train de voir. Comme s'ils pouvaient se permettre tout. Comme s'ils pouvaient se permettre tout. Et je vais demander aussi que au niveau des réunions de rentrée, que nos autorités... Que ces réunions de rentrée ne se limitent pas seulement aux résultats scolaires. Que les résultats scolaires ne sont... C'est vrai, les résultats scolaires, c'est le premier plan. Oui. C'est ça. Mais en dessous, nous devons revoir ça aussi. Tout à fait. Nous devons revoir les comportements, les attitudes des enseignants dans les établissements. C'est comme à la fin de l'année, on fait le bilan, combien d'enseignants sont peut-être décédés, pour voir à la rentrée prochaine combien nous devons recruter pour combler le vide. C'est de la même manière, nous devons voir combien d'enseignants
ont été punis par la loi. Exact. Et quand des gens sont punis par la loi, il faut vulgariser ça. Exact. Pour que les autres apprennent. Tel a fait ceci à ce niveau. Voilà la punition qu'on lui a donnée. Et si cette punition-là existe, ça veut dire que moi, je dois tout faire pour éviter cela. Et au fur et à mesure que cela existe, ça diminue à petits coups. Et avec le temps, nous allons voir que ce phénomène-là sera entièrement enrayé dans nos écoles. Maintenant, au niveau des parents, il faut que les parents soient forts. Au niveau des associations des parents d'élèves, que les parents soient forts, qu'ils dénoncent les actes. Je pense bien que à cet effet, il y a un numéro vert, appel gratuit, le 1011 ou bien le 1011. Ouais, le 10-11. Quand il y a de ces cas que les parents dénoncent, qu'ils appellent, et ce qui doit être fait sera fait. Celui qui doit être puni doit être puni. Il ne faut pas que les gens restent et que d'autres viennent leur dire non, oh, n'appelez pas. Parfois, c'est ce qui se passe dans les milieux. Non, nous sommes peut-être que l'auteur est du même village ou de la même préfecture. Les arrangements. On fait des arrangements. Non, ne fais pas ça. Tu sais, c'est une fille, dans tous les cas, elle devait se marier un jour. Et comme c'est un enseignant, bon, il va. Et on clôt l'affaire là-bas. Et l'avenir de la fille est bafoué. Tout à fait. Donc, il va falloir que les parents soient forts. Et à chaque fois qu'il y a dérapage, qu'ils les dénoncent. Maintenant, j'en appelle aussi à l'attention de nos syndicats. Les syndicats, dans toute activité, dans tout secteur d'activité, il y a des syndicats. Au niveau de l'enseignement, il y en a plusieurs. Les lois au niveau de l'État, les lois au niveau de l'éducation, il faut que les syndicats fassent sienne. De ces lois-là, et qu'à chaque fois qu'ils se retrouvent en réunion syndicale, qu'on sensibilise, qu'on débatte véritablement de cela, pour que tout le monde entende, que chacun sache se comporter dans la société dans laquelle il exerce son métier, que chacun sache se comporter pour éviter de ces dérapages. Merci. Grossesse en milieu scolaire demeure grossesse en milieu scolaire. Qu'on soit à l'école primaire, secondaire ou bien secondaire, même à l'université, quand on est enceinte, c'est grossesse en milieu scolaire, même si là-bas on se dit qu'on est adulte, on est consentante et autres, là c'est grossesse en milieu scolaire que ça s'appelle. Et l'idéal pour chaque parent qui met son enfant à l'école, c'est de ne pas se retrouver avec une grossesse en milieu scolaire. Et je m'avais franchement m'adresser aux parents. Parce que nos enfants constituent à la fois l'héritage du pays, mais notre héritage est notre bien le plus précieux. Tout parent qui met au monde un enfant, son objectif, c'est qu'il devienne bien, qu'elle devienne quelque chose et qu'elle puisse remplacer valablement. Mais parfois, par le comportement de nos parents, par manque de communication que nous n'arrivons pas à instaurer dans nos familles, ou bien parce que nous n'avons pas eu telle chose, nous voulons que nos enfants l'aient, nous oublions que notre présence à la maison, aux côtés de nos enfants, est tellement précieuse qu'on court, on apporte l'argent, on achète, on donne et on n'explique pas la souffrance qui a amené cet argent-là à la maison pour que l'enfant puisse comprendre que ce ne sont pas des feuilles qu'on cueille sur les arbres, mais c'est à la sueur de son front. Et la sueur de son front, c'est qu'il travaille, c'est qu'il ait un objectif, c'est qu'il puisse, que sa main prenne les choses où ça atteint, mais qu'elle ne dépasse pas là où elle ne doit pas prendre. Ça, c'est à nous parents de réussir à inculquer ce message, ce comportement
à nos enfants. Et comme ça, elles vont éviter le gain facile. Le gain facile. Alors, fidèles téléspectateurs, nous tenons à vous dire sincèrement merci pour nous avoir suivis. Merci à Mme Aoussi, merci à Mme Kouvahe qui se sont rendus disponibles pour venir explorer avec nous ce problème qui nous tient à cœur pour que nous puissions préserver l'avenir et l'épanouissement scolaire de nos enfants. Je vous dis merci, au revoir et laissez ma place à ma collègue Dodo pour les 2 dernières rubriques de l'émission Débat Éducation. Bonsoir chers téléspectateurs, heureuse de vous retrouver dans ce numéro de Débat Éducation. Comment attirer plus d'apprenants vers les filières industrielles? Depuis quelques années, les ministères en charge de l'enseignement technique et de l'enseignement supérieur sont en train de revoir les programmes pour les adapter aux apprenants. Plusieurs réformes sont en cours. Suivez. Le sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au Togo est résolument engagé à offrir aux apprenants plus de compétences, surtout dans les filières industrielles. Les programmes de ces filières sont en cours de révision depuis l'année dernière afin de les adapter aux exigences du monde universitaire où les bacheliers des filières industrielles éprouvent souvent des difficultés à évoluer. Leurs difficultés se retrouvent au niveau de leur niveau de formation dans les matières scientifiques. Les réformes ont touché les programmes des filières industrielles et plus spécialement les mathématiques et les sciences physiques. Mais nous avons profité aussi pour revoir en même temps les matières de spécialité. Les diplômés dans les filières industrielles seront désormais bien formés dans les domaines scientifiques. Ils auront un bon niveau en mathématiques et en sciences physiques pour pouvoir compétir au niveau de l'université. Les filières industrielles ont une place importante dans le développement du pays, d'où la nécessité de relever le niveau des apprenants pour les rendre plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle en fait une priorité. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle a donc la lourde mais exaltante mission au sein du dispositif national de l'éducation de former les jeunes à l'acquisition de compétences techniques et professionnelles de qualité et de permettre à ceux qui ont la vocation de faire des études plus poussées d'ingénierie et de doctorat à réaliser leurs rêves. Notre département se doit de rehausser le niveau des apprenants dans les matières scientifiques en vue de leur permettre de poursuivre les études supérieures sans difficulté majeure dans les cycles d'ingénierie et de doctorat industriel si possible. Ici, les différents acteurs du sous-secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle vont s'accorder sur plusieurs aspects pratiques des programmes, notamment les contenus des objectifs pédagogiques, les volumes horaires et les coefficients affectés à chaque discipline. L'interconnexion des universités du Togo est désormais effective grâce à la mise en place du réseau d'éducation et de recherche du Togo, Togo-RE. Il a été lancé récemment. C'est un réseau qui connecte tous les systèmes d'éducation et de recherche de par le monde et surtout offre la possibilité aux enseignants-chercheurs, aux apprenants de s'interconnecter avec d'autres établissements ou universités sur le plan national, sous-régional et international. Voyons cela dans ce reportage. Le réseau d'éducation du Togo, Togo-RE, est désormais connecté au réseau international Africa Connect 2 et à celui de l'Afrique de l'Ouest et du Centre Wakren. Togo-RE offre en effet la connexion Internet haut débit aux enseignants-chercheurs et aux étudiants pour des activités pédagogiques en ligne. C'est un réseau qui fournit au système d'éducation, et on peut descendre jusque dans les primaires, tous les moyens possibles pour travailler en ligne. Donc le réseau a plusieurs services et le plus visible, c'est la connexion Internet à haut débit.
Et quand vous êtes connecté et vous êtes dans le réseau, en tant qu'enseignante-chercheur par exemple, dès que j'arrive au Bénin, je suis connecté sur mon téléphone. Je n'ai pas besoin d'aller chercher la connexion que l'université d'Abomey-Calavi par exemple utilise. Donc de là, je peux travailler, continuer par enseigner à Lomé, même si je suis au Bénin sur mon téléphone. Je vais en France, en Europe, partout où le réseau existe. Du moment où Togo Ré est connecté, j'ai tout ce qu'il me faut pour travailler. C'est depuis 2012 que ce projet d'interconnexion des universités du Togo est en gestation pour un enseignement supérieur de qualité. Il y a une bibliothèque, un fonds de bouquins, de livres dans tous les domaines, aussi bien scientifiques que littéraires que juridiques. Le réseau va vous permettre donc de rentrer dans la bibliothèque virtuelle et avoir tous les outils dont vous avez besoin. Donc, c'est un grand plus. Formation à distance dans plusieurs spécialités, collaboration scientifique avec des chercheurs d'autres horizons, les avantages qui découlent de Togo Ré sont nombreux. Le Togo, par le biais du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, veut rendre son système éducatif plus compétitif et capable de faire face aux défis mondiaux actuels. Les réseaux de télécommunications de haut débit dédiés à l'éducation et à la recherche ne sont pas un luxe, encore moins un effet de mode pour nos pays en marche vers l'émergence. Dans le contexte actuel de la Covid-19, j'apprécie particulièrement la disponibilité de Togo Ré à intégrer dans ses offres des solutions et des services susceptibles d'accompagner les établissements sur la voie de la digitalisation de l'enseignement et de la recherche. Comme nous le savons tous, aucun pays, et particulièrement les pays en développement, n'était préparé à cette crise et le virage forcé vers les formations en ligne et à distance est intervenu en situation d'urgence. Nous avons tous pris enfin conscience que la digitalisation de l'enseignement est une nécessité. Nous pouvons nous féliciter de ce que nous disposons déjà d'un réseau national d'éducation et de recherche fonctionnel sur lequel nous pouvons nous appuyer pour renforcer la résilience de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à travers la continuité des cours en ligne et à distance. C'est donc un saut qualitatif qui vient d'être fait au niveau de l'enseignement, de l'apprentissage et de la recherche. Dès le lancement de cette activité, Togo Ré entend mettre les bouchées doubles afin d'offrir des services de qualité à ses utilisateurs à travers une connexion haut débit très fluide. Au Togo, plus de 2000 enfants sont victimes de la traite interne et transfrontalière. Ils sont souvent sujets à plusieurs exploitations ou de maltraitance. La Commission nationale d'accueil et de réinsertion sociale des enfants victimes de la traite s'est réunie pour élaborer des stratégies pour davantage contrer la traite des enfants au Togo. La croyance en la sorcellerie est encore très répandue dans certaines régions du Togo. En sont particulièrement victimes des enfants soi-disant sorciers à qui on inflige toutes sortes de sévices, maltraitance, violences, travaux forcés jusqu'à ce que mort s'ensuive. L'ONG Creusette Togo a réuni les leaders communautaires et les chefs traditionnels sur le sujet. Ensemble, ils ont élaboré et validé à Kara une charte de protection de ces enfants dits sorciers. L'ONG Creusette Togo a également formé les chefs traditionnels et les élus locaux à Kara sur leur rôle dans l'accompagnement des centres d'accueil des enfants. Et c'est la fin de ce numéro de Débat Éducation. Merci à vous qui l'avez suivi et retrouvez-nous mercredi prochain pour un autre thème. Au revoir.